Napoléon ne considérait pas la guerre comme un lieu de bravoure romantique ou d'émotions exaltées. Pour lui, c'était un calcul. Chaque mouvement, chaque attaque, chaque repli était fondé sur une logique froide. Ce n'est pas par hasard qu'il préférait l'artillerie, là où l'on calcule les trajectoires, les angles, les effets mécaniques. La guerre, à ses yeux, était une science. Ce regard scientifique lui permettait de désincarner les conséquences humaines de ses choix. Il ne voyait pas des hommes, mais des unités. Il ne voyait pas des morts, mais des pertes stratégiques. Cette dissociation psychologique est l'une des clés de sa longévité militaire. En déconnectant ses émotions de ses décisions, il maintenait une lucidité rare dans le tumulte des batailles. Mais ce sang-froid n'était pas seulement utile sur le champ de bataille, il était également central dans sa façon de gouverner. Napoléon maîtrisait l'art de manipuler les émotions collectives, sans jamais se laisser happer par elles. Il savait inspirer la ferveur patriotique, attiser la peur, exalter l'honneur, tout en restant lui-même parfaitement impassible. Lors de ses discours, ses gestes étaient mesurés, son regard fixe, sa voix stable. Tout était conçu pour créer une impression de contrôle absolu. Ce n'est pas qu'il ne ressentait rien, c'est qu'il décidait quand et comment exprimer ce qu'il ressentait. Ce degré de contrôle est extrêmement rare chez les chefs d'État ou les généraux. Cette capacité à contenir ses propres émotions allait de pair avec une compréhension aiguë de la psychologie des masses. Napoléon comprenait que la guerre ne se gagnait pas seulement avec des canons, mais aussi avec des illusions. Il utilisait la propagande avant même que ce mot ne devienne courant. Il contrôlait les récits de ses victoires, minimisait ses défaites, se mettait en scène comme un héros quasi mythologique. Tout cela faisait partie de sa stratégie globale. Et là encore, son sang-froid jouait un rôle clé, car pour manipuler les émotions des autres, il faut d'abord être capable de contrôler les siennes. L'armée napoléonienne n'était pas seulement un corps militaire, c'était un théâtre. Chaque déplacement du général, chaque regard, chaque ordre donné au bon moment faisait partie d'un jeu de perception. Les soldats, souvent issus de milieux modestes, voyaient en Napoléon une figure presque divine. Cette vénération n'était pas due à une chaleur humaine ou à une proximité émotionnelle, mais à la manière dont il imposait sa présence. Il incarnait l'autorité froide, inflexible, mais cohérente. Pour les hommes, cette constance était rassurante. Là où d'autres chefs perdèrent leurs nerfs, Napoléon restait calme. Cette stabilité psychologique avait un effet magnétique, mais ce détachement émotionnel avait un prix. Au fil des campagnes, Napoléon s'est isolé. Peu à peu, ses décisions se sont faites de manière plus solitaire, plus autoritaire. Il écoutait de moins en moins les avis divergents. La froideur qui autrefois le protégeait des erreurs dues à l'émotion devint une barrière qui l'éloignait de la réalité. Cela fut particulièrement visible pendant la campagne de Russie. Malgré les avertissements, malgré les signes évidents du désastre à venir, il persista. Il pensait que sa volonté, sa logique, suffirait à surmonter les éléments. Ce fut une erreur de jugement colossale. Peut-être justement parce qu'elle reposait sur une confiance excessive en son propre sang-froid. En Russie, ce n'est pas seulement l'hiver qui a détruit la grande armée, c'est aussi l'orgueil glacé de Napoléon, son refus d'admettre qu'il avait mal calculé. Il croyait encore que l'ordre, la discipline, la stratégie pourraient triompher du chaos, mais le chaos de la nature, de la faim, de la fatigue humaine a eu raison même de son génie. La retraite fut un cauchemar. Des milliers de soldats moururent, gelés, affamés, abandonnés. Et bien que Napoléon ait gardé sa façade de maître de soi, certains témoins ont noté des fissures dans son armure. Pour la première fois, il était dépassé. Son sang-froid, jadis sa force, devenait une illusion. Il ne contrôlait plus rien.
Ce paradoxe est fascinant. L'homme qui, toute sa vie, avait maîtrisé ses émotions, fut, dans ses derniers moments, de pouvoir, trahi par elles. Non pas par un débordement sentimental, mais par l'excès inverse, un excès de confiance dans sa propre rationalité. Ce phénomène n'est pas unique à Napoléon. On le retrouve chez d'autres figures historiques, César, Alexandre, même Hitler, où le détachement émotionnel initialement utile finit par se transformer en isolement mental. Ce qui commence comme une stratégie devient un mur qui sépare le leader de ses conseillers, de ses soldats, du réel. Après sa défaite et son exil, Napoléon n'a jamais vraiment exprimé de remords émotionnels. Dans ses mémoires, il justifie ses décisions, réécrit certains épisodes, minimise certains massacres. On n'y trouve pas de confession, pas de traces de culpabilité visible. Même en exil, il reste fidèle à son image d'homme au sang-froid. Cela fait partie de sa légende, et c'est aussi ce qui le rend si controversé. Peut-on admirer un tel contrôle de soi, tout en condamnant ses effets humains? Peut-on séparer la froideur stratégique de la souffrance qu'elle engendre? Le cas Napoléon nous force à réfléchir à ce que signifie vraiment être un grand leader. Est-ce la capacité à inspirer, à vaincre, à gouverner sans faiblesse? Ou bien la grandeur exige-t-elle aussi une forme d'humanité? La psychologie de la guerre, à travers Napoléon, nous montre que l'efficacité n'est pas toujours synonyme de sagesse. La froideur peut gagner des batailles, mais elle peut aussi perdre des empires. Car à long terme, les peuples ne suivent pas seulement ceux qui réussissent, ils suivent ceux qui ressentent. Dans les écoles militaires modernes, on étudie encore les campagnes de Napoléon, ses mouvements, ses tactiques, ses choix logistiques. Mais ce que l'on devrait étudier tout autant, c'est sa psychologie. Comment un homme a-t-il pu exercer un tel contrôle sur lui-même et sur les autres? Quels mécanismes mentaux l'ont guidé? Et surtout, à quel moment ce contrôle devient-il un danger? Ces questions ne sont pas seulement historiques, elles sont actuelles. Dans un monde où les décisions militaires, économiques et politiques sont de plus en plus froides et technocratiques, la figure de Napoléon reste un avertissement silencieux. Son héritage n'est pas seulement une série de batailles. C'est un modèle mental, un modèle que certains admirent et que d'autres redoutent. Mais dans tous les cas, un modèle qui force à penser. Car comprendre Napoléon, c'est comprendre jusqu'où l'esprit humain peut aller quand il choisit de taire le cœur. L'un des éléments les plus marquants dans le comportement de Napoléon était sa manière de planifier des campagnes militaires, en pensant toujours plusieurs coups à l'avance, comme dans une partie d'échecs. Il anticipait les mouvements ennemis avec une lucidité presque inhumaine. Cette capacité venait non seulement de son intelligence stratégique, mais aussi de sa capacité à ne pas se laisser distraire par des considérations émotionnelles, passagères. Là où d'autres généraux réagissaient à l'insulte, à la provocation ou à la peur, lui restait focalisé sur le résultat final. C'était cette froideur calculatrice qui lui permettait, par exemple, de sacrifier une position temporairement avantageuse si cela signifiait un gain plus grand dans 3 jours. Il ne cherchait pas la gloire instantanée, il visait la domination durable. Mais ce contrôle extrême de ses émotions avait aussi des conséquences dans sa vie privée. Napoléon, bien qu'il ait eu de nombreuses conquêtes amoureuses, et qu'il ait été marié 2 fois, restait distant même avec ses proches. Joséphine, qu'il a tant aimée au début de leur relation, souffrait de son détachement et de son obsession pour le pouvoir. Lorsqu'il décida de la répudier pour des raisons dynastiques, il le fit avec un mélange étrange de tristesse et de froide résolution. Il pleura peut-être, mais il signa l'acte sans hésitation. C'est ce paradoxe constant chez lui, un homme capable de ressentir,
mais qui refusait que ses sentiments interfèrent dans ses objectifs. Sa froideur ne signifiait pas qu'il n'éprouvait rien. Elle signifiait qu'il avait appris à compartimenter ses émotions, à ranger dans des tiroirs mentaux ce qui pouvait l'affaiblir sur le moment. Cette capacité, développée très jeune, a probablement été renforcée par l'environnement militaire rigide, par sa solitude de chef, et par la pression constante qu'il exerçait sur lui-même pour réussir. Il s'imposait une image d'invincibilité, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Admettre une faiblesse, une peur ou un doute aurait fissuré cette armure mentale qu'il avait forgée. Et cette armure, c'était tout ce qu'il avait pour se maintenir debout dans la tempête. Un autre exemple frappant de cette froideur émotionnelle est son traitement des généraux qui échouaient. Napoléon n'avait que peu de tolérance pour l'erreur. Même s'il comprenait les aléas du champ de bataille, il exigeait de ses officiers un niveau de performance et de discipline comparable au sien. Ceux qui décevaient étaient écartés, rétrogradés, voire humiliés publiquement. Il ne criait pas, il ne s'emportait pas. Il agissait avec une fermeté glaciale. Cette manière de diriger inspirait autant la peur que le respect. Il imposait une pression psychologique constante, car tous savaient que la moindre erreur pouvait coûter leur place, voire leur vie.